Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Avec nous dans le club, donc Jean Massier, Richard Verly, Marie-Pierre Bourgeois. Jean, on continue de parler environnement, écologie, mais cette fois du côté des citoyens, convention citoyenne sur le climat ce week-end. Et oui, les 150 citoyens tirés au sort viennent de terminer leur 2e week-end de travail. Il y en aura 6 au total d'ici à fin janvier prochain. Et 6, en fait, c'est très peu. C'est très peu quand on connaît l'ampleur de la tâche qui incombe à ces citoyens. Trouver et proposer des mesures concrètes qui permettront à la France de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Il y a du pain sur la planche et ce pain, il a commencé à être bien pétri ce week-end avec un sujet qui fâche, c'est la justice sociale. Et oui, comment est-ce qu'on répartit équitablement l'effort de réduction des gaz à effet de serre sans donner le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui doivent tout supporter? On se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait débuté autour de la fameuse taxe carbone, augmenter les prix à la pompe à carburant pour inciter les Français à acheter une voiture plus propre. Et les Gilets jaunes avaient répondu fermement, vous êtes bien gentils, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne le fait pas pour le plaisir, le plein de carburant, et on n'a pas les moyens de changer de voiture. C'est un peu la double peine. Et bien figurez-vous que ce sujet de la taxe carbone, c'est lui qui a fâché ce week-end à la Convention citoyenne pour le climat. Ça a provoqué des remous. Il y a plusieurs citoyens tirés au sort qui s'en sont pris à des experts qui étaient venus leur parler de la taxe carbone. Ouais. Et des citoyens se sont sentis infantilisés par ce discours et leur ont dit « Ne nous prenez pas pour des billes, on a très bien compris où vous essayez de nous emmener, vous voulez nous refourguer encore une fois cette taxe carbone. » D'autres citoyens leur ont quand même répliqué à leurs collègues citoyens « Écoutez, oui, vous avez raison, mais en même temps, le principe du pollueur-payeur, on est d'accord avec ça. Il devrait rester notre méthode principale pour lutter contre le réchauffement climatique. » Et là, en fait, on est au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on rend équitable et soutenable la réalité qui est celle qui, pourtant, est constatée, est accordée par la Convention citoyenne. L'effort ne pourra pas reposer que sur quelques-uns. On va tous devoir mettre la main à la pâte et on va tous devoir changer sans exception. Dans quelle ampleur ce changement? Dans quel calendrier? Avec quelles mesures compensatoires pour les personnes les plus fragiles? C'est tout l'enjeu du prochain week-end de travail qui aura lieu le 15, 16 et 17 novembre prochain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est au cœur là de ce qui fait tout le sel et tout l'intérêt de cette Convention citoyenne pour le climat. C'est une expérience démocratique inédite puisque ce sont des citoyens français eux-mêmes qui vont devoir répondre à l'équation qui va impliquer l'ensemble des Français dans les décennies qui viennent. Et on en parlait avant l'émission, une expérience assez fascinante et très intéressante. C'est ce que vous nous disiez. Martha de Cidrac, écologie et justice sociale, ça vous semble compatible ? Oui, absolument. Absolument. Et je pense qu'il n'y a aucune contradiction. Je dirais, ce à quoi il faut que nous fassions attention, c'est de ne pas nous considérer comme étant monoblocs. On est tous à un moment donné citoyens, on a tous à un moment donné un métier, on a tous à un moment donné des responsabilités, on a tous à un moment donné, en fait, une implication dans la société, quelle qu'elle soit, de toute façon. Donc je pense que le danger qui peut nous guetter tous collectivement, c'est qu'à un moment donné, on se dise, à ce moment-là, je suis dans la Convention citoyenne, donc je m'exprime en tant que tel. À un autre moment, je suis un homme ou une femme politique, je m'exprime en tant que tel. En réalité, le climat nous concerne tous, quelles que soient nos casquettes, et il nous rattrape à tout moment. On l'a bien vu, d'ailleurs, autour du sujet précédent. Il y a un sujet climatique derrière aussi qui se profile. Donc tout cela, il faut que nous soyons collectivement vigilants. Pour être concret, par exemple, le principe du pollueur-payeur. Bien sûr, c'est quelque chose qui a toujours cours. Vous savez, et même tout à l'heure, en me présentant, vous parliez du fait que j'étais rapporteur de l'économie circulaire. Il y a des éléments de pollueur-payeur également dans ce texte de loi. Donc tout cela, bien évidemment, est bien, j'ai envie de dire, il faut que cela existe, et ma conviction intime. En revanche, ça vient forcément en aval. Donc il faut aussi que l'on s'interroge aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ce débat-là de l'amont. C'est-à-dire que lorsqu'on est citoyen, que l'on doit se déplacer pour revenir aux interrogations et aux observations que vous faisiez tout à l'heure, il faut se poser la question de l'aménagement du territoire finalement. En fait, pourquoi est-ce que nos concitoyens ont besoin dans certains territoires, plus que dans d'autres, de prendre les transports? Sachant qu'en ce moment aussi, les transports, on peut en discuter pour d'autres sujets. Mais bon, on ne va pas ouvrir tous les volets. Ça fait partie le fait est, malgré tout, qu'il y a quand même une interrogation qui est très transversale et qui concerne l'ensemble de nos concitoyens,
Je mets les politiques, qui sont aussi des concitoyens, je mets les responsables, je mets l'exécutif, je mets tout le monde. Mais le payeur, le citoyen, on voit bien encore dans la convention de ce week-end, a toujours le sentiment que c'est lui qui paye, mais qu'est-ce qu'on fait des transporteurs aériens, des énormes paquebots de croisière? On a l'impression qu'eux ne payent jamais, mais qu'en revanche, on va nous faire payer. Vous savez qu'il y a un débat aussi autour de, justement, du transport aérien, autour des paquebots, comme vous le dites. Donc je pense que le débat s'est enclenché, on ne va pas revenir en arrière. C'est évident qu'il va falloir les faire payer eux. Moi, je pense qu'on y arrivera, oui, tout à fait. Alors peut-être pas dans l'immédiat, en termes de calendrier, vous connaissez le calendrier aussi à la fois parlementaire, à la fois de l'exécutif, donc ça ne viendra pas dans les semaines qui viennent, mais le débat est sur la table, et pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, on voit bien que le sujet est totalement posé, et quelque chose quand même qui est très nouveau dans notre société, c'est l'impact de l'opinion publique et le poids de l'opinion publique. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas que nous l'oublions, nous tous collectivement là encore, parce que je ne dis pas que l'opinion publique a toujours raison, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que l'opinion publique, il faut l'écouter, il faut l'entendre. C'est un excellent thermomètre de ce qui pourrait aller ou ne pas aller dans notre société, y compris sur des sujets comme celui que vous venez d'évoquer. Et un dernier mot sur la méthode, la Convention climat, faire parler des citoyens. Est-ce que vous vous dites que la méthode est excellente, que c'est de là que viendront les réponses, ou vous dites que le gouvernement laisse un peu les citoyens trouver les solutions eux-mêmes? Non, moi, si vous voulez, je suis toujours un tout petit peu dubitatif, ça n'a rien d'offensant dans ce que je vais dire, sur de mandater des citoyens tirés au sort pour faire un travail, pour faire le job d'une certaine manière, des mandats des élus. En réalité, on peut aussi aller. Alors on sait pourquoi, on sait qu'il y a eu le grand débat qui a fait qu'il y a eu cette volonté, ce souhait qui s'est exprimé. Je le respecte, je pense que voilà, ça existe. De là à vous dire que ça sera l'alpha et l'oméga de nos décisions futures, je suis un tout petit peu plus sceptique, permettez-moi, et je crois que le Parlement a toute sa place pour pouvoir porter justement ce genre de sujet. D'ailleurs, nous les portons. Allez, Marie-Pierre Bourgeois, dans le club également. Marie-Pierre, vous avez lu le livre de Louis Sarkozy et de sa mère Cécilia Attias. Dites-nous franchement, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, une mère et un fils qui s'écrivent pour essayer de se mettre d'accord, ça peut laisser songeur dans beaucoup de familles. C'est pourtant ce qu'ont fait Cécilia Attias, l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, et son fils Louis, dans un livre appelé Une envie de désaccord, donc qui rassemble leur correspondance. Alors pour Louis Sarkozy, qui aujourd'hui a 22 ans et que sa mère qualifie souvent d'un petit peu exaspérant, ce livre, c'est l'occasion de raconter deux regards différents sur leur famille, leur histoire et les questions de société. Alors, il est plutôt honnête, Louis Sarkozy, dans ce livre. Il le dit assez clairement, je ne suis personne pour écrire cet ouvrage, tout en précisant qu'armé de ses jeunes années d'expérience et de ses petites découvertes littéraires, il prend le risque d'être ridicule, mais qu'il ose écrire. C'est vrai qu'on peut être un peu interpellé par la démarche. Alors, il est ridicule ou il est intéressant, ce livre, Marie-Pierre? Alors, intéressant, je ne sais pas, mais il y a de vrais passages touchants dedans. Par exemple, l'adolescence de Louis Sarkozy à New York. Alors, c'est une période certes dorée pour lui, mais pas forcément évidente pour autant. Ton oncle crée un vrai malaise, une gêne palpable, pas mal de jalousie, notamment de certains professeurs, vraisemblablement engagés en politique, explique Cécilia Sarkozy. C'est que Louis Sarkozy, bien sûr, il est connu de tous les Français dans les années 2000. Rappelez-vous ces photos, on va les voir. Allez, il y a le petit Louis, le petit Louis sous le bureau de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Vous l'avez aussi en couverture de Paris Match, avec toute la famille lors de l'intronisation à l'Élysée. Regardez comme ils sont tous très blonds et très beaux. Donc voilà, le couple Sarkozy avait à l'époque poussé son avantage politique en utilisant leur vie privée et particulièrement leur plus jeune fils. Évidemment, pas forcément facile pour Louis Sarkozy, qui, à 14 ans, demande à ses parents de partir dans une académie militaire américaine. Alors, croyez-moi, Rebecca, on n'est pas là pour rigoler. Là aussi, démarche originale. Démarche originale, tout à fait. Alors, jugez plus tôt, il explique, Louis Sarkozy, que quand il a 14 ans, il rentre dans cette académie. Si je voulais aller aux toilettes, je devais formuler ma demande ainsi. Ce plébéien peut-il utiliser les latrines et accepter sans rechigner qu'on refuse le soulagement de mes besoins? Ambiance. Alors, il y a aussi des passages qui laissent un peu plus dubitatifs, notamment l'anniversaire de Louis Sarkozy à 10 ans à Washington. Sa maman, pour lui faire plaisir, l'emmène visiter la Maison-Blanche. Étonné sur qui il tombe au détour d'un couloir. Barack Obama, bien sûr. Bon, on n'est pas obligé forcément de croire à ce genre de hasard. En parlant de chef de l'État, on imagine que Nicolas Sarkozy est abordé dans ce livre, non, Marie-Pierre? Alors, on entend parler de Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy, il adore parler de sa passion pour la littérature et estime que c'est son père qui lui a donné ce goût des lettres. Je lis car j'ai un père qui comprend mieux que beaucoup l'importance absolue de la littérature, explique-t-il. Alors, pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, Nicolas Sarkozy, en 2006, il avait fait une sortie un petit peu remarquée.
Il avait expliqué que la culture générale ne servait pas à grand-chose dans les concours de la fonction publique. Alors rappelez-vous cette petite phrase. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de demander à la guichetière des impôts ce qu'elle pensait de la princesse des Clèves, mais imaginez le spectacle. Voilà. Alors si le père et le fils ne partagent pas forcément le même rapport au livre, Cécilia Attias, elle est convaincue que son fils pourra faire de la politique comme son père. Réponse du fiston, non, 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 je n'y pense pas encore pour le moment. Alors sur France Inter, la semaine dernière, il était un petit peu moins affirmatif. Il nous donnait rendez-vous, attention, en 2035. C'est pas exactement demain. Donc lui, Sarkozy... On a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps devant nous. Alors ce n'est peut-être pas encore un homme politique, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, comme les hommes politiques, il maîtrise déjà l'art des éléments de langage. Évidemment. Marta Tidrak, vous ne l'avez pas encore lu, ce livre? Non, peut-être que non, vous non. n'avez pas envie de le lire aussi? Pas plus que ça, pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a certainement des extraits qui sont intéressants, comme vous l'avez sans doute évoqué, mais il est vrai que c'est pas forcément le livre que j'achèterais ce week-end. Mais plus globalement, et pour revenir évidemment sur la figure de Nicolas Sarkozy pour la droite, vous diriez qu'il manque aujourd'hui à votre parti, Nicolas Sarkozy? Non, ce qui nous manque aujourd'hui, en réalité, c'est que nous puissions nous reconstituer autour des idées et des valeurs de la droite. Et après cela, je pense que les hommes et les femmes émergeront. Nous les avons déjà, mais il faut que quelqu'un d'entre eux puisse se saisir de toutes ces idées qui foisonnent, qui existent, mais qui ne sont aujourd'hui pas structurées et pas portées, et qu'à partir de là, effectivement, la droite se reconstruira. Elle est en train de se reconstruire, puisque vous savez que nous avons élu notre président LR, aujourd'hui Christian Jacob. Un organigramme a été proposé. Moi, je fais confiance à ma famille politique pour que nous puissions aller au-delà, avec Sarkozy, sans Sarkozy, nous verrons bien. Mais vous le voyez, vous le fréquentez, vous savez s'il non, conseille moi, personnellement, non, du tout. Plusieurs figures à droite. Bien sûr, on l'a rencontré. Quand on est homme ou femme politique LR, on a déjà eu l'occasion de rencontrer Nicolas Sarkozy, mais je ne me considère pas comme faisant partie des proches donc de Nicolas Sarkozy. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait intéresse, pas que la droite d'ailleurs, preuve en est, autour de ce livre-là. Vous avez raison, Et moi, je pense que ce livre-là, en tant que tel, je ne sais pas si c'est un livre Sarkozy, sur le sujet de Sarkozy. Moi, je pense que c'est surtout un petit peu une façon pour Cécilia Attias, peut-être, d'installer son fils dans le paysage, comme il le dit lui-même, même s'il ne dit pas pour le moment, mais on entend bien. Porte, dans le livre. Voilà, on entend bien que peut-être qu'à un moment donné, il y aura le nom de Sarkozy qui reviendra, et ça ne sera peut-être pas le prénom Nicolas. Vous voyez, donc c'est peut-être une espèce de préparation. Je ne sais pas, d'introduction. Exactement. On s'installe dans le paysage, on en parle de manière ludique un premier temps, et puis après, on passera aux choses sérieuses peut-être. Voilà, exactement. Les choses se construiront petit à petit. Et puis quand on a un papa qui s'appelle Nicolas Sarkozy, je pense qu'on a de quoi faire, de quoi bâtir une véritable colonne vertébrale politique à un moment donné. Même si c'est sûrement lourd pour les épaules, lourd à porter. Florent Badillot, bienvenue. Vous êtes président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre, Les espions de l'Élysée, et ex-conseiller spécial du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Jean-Pierre Sacoun, bienvenue. Vous êtes président du comité Laïque République. Laïcité République, pardon, c'est moi qui lis très mal, mais l'affiche était bonne. Fondée en 89, je ne me trompe pas, à la suite de l'affaire de Creil. C'est éclairant à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Samuel Grybowski, bienvenue. Co-fondateur de l'association Coexister, qui milite pour le vivre ensemble. Et Céline Pina, bienvenue. Bonjour. Essayiste, auteure de Silence coupable, fondatrice du mouvement Vivre la République. Merci à tous les quatre. D'abord peut-être Florent Badillot, votre regard sur ce vote de cette proposition de loi aujourd'hui au Sénat qui a attiré tous les projecteurs, tous les médias. On voit bien que ça crispe la société. Oui, d'abord le Sénat fait de la politique et il en fait bien depuis 2017. Il est clairement dans une stratégie d'opposition et il utilise l'ensemble des créneaux qui sont les siens pour effectivement être toujours en réaction à l'actualité et montrer qu'il est une force de proposition. Ce qu'il était un peu moins dans les années précédentes, il faut le dire. Et là, on voit véritablement un renouveau sénatorial. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En réaction à la Macronie ? Non, mais je vois juste un renouveau sénatorial. Donc je m'en félicite pour le bicamérisme. Ensuite, sur ce débat, en fait, c'est un débat lancinant. Le Sénat, à travers cette proposition de loi, recommence en fait un débat qui est le même depuis les années 80 et qu'on ne parvient pas à trancher parce que finalement on est toujours dans des demi-mesures. Soit on rajoute une loi à la loi,
Et honnêtement, ça ne sera pas très utile parce que une fois qu'on aura traité les questions scolaires, il y aura d'autres débats qui émergeront. Et donc, ça, en fait, c'est le début d'une longue série de légiférations où soit on va jusqu'à la réforme de la loi de 1905, ce que personne ne veut faire. La preuve, c'est que le président de la République l'avait éventuellement annoncé et qu'il a finalement reculé là-dessus. Donc, je trouve que c'est en fait un pas de deux assez inutile parce que ça ne permet pas au sujet de progresser et ça ne fait qu'agiter finalement les mêmes commentaires, les mêmes commentateurs. Jean-Pierre Sakoun, rien n'a changé finalement depuis la création du coup Si, beaucoup de choses. Déjà la loi de 2004 qui justement a résolu la question de la neutralité renforcée de l'école dans lesquelles les élèves sont en situation d'apprentissage. Et contrairement à ce que dit monsieur, moi je pense qu'en République, le seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. Alors quand une question se pose d'une manière aussi contradictoire, aussi polémique, seule la loi peut la résoudre et elle sera la bienvenue. Et je ne pense pas qu'une loi ouvrira d'autres chantiers qui ne se seraient pas ouverts autrement. La loi ne concerne pas le voile dans l'espace public, les gens font ce qu'ils veulent. La loi concerne le voile précisément pour les accompagnants de sorties scolaires, c'est-à-dire d'école hors les murs. Pas les mamans. Mais est-ce que ce ne sera pas le début d'autre chose? Est-ce que après ça ne... Ça dépendra de ceux qui sont en face et de ceux qui veulent pervertir la République laïque. Ça ne dépendra pas des laïcs. Samuel Grybowski. Juste pour comprendre, vous êtes pour du coup cette loi? Complètement. D'accord. Donc vous êtes de gauche, vous êtes pour une loi qui est déposée par... vous êtes OK sur ce point? C'était juste d'accord. Alors mais effectivement... vous savez, on pourrait trouver d'autres exemples en D'accord, très bien, très bien. Non, mais c'est parce que j'étais pas sûr de votre position sur le texte. Pardon, pendant que vous parlez, je précise qu'on voit en ce moment même Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui est en train de prendre la parole puisqu'on approche du vote de cette proposition de loi. Je vous laisse poursuivre. J'irais même jusqu'à dire que c'est parce que je suis de gauche que je suis pour cette loi. D'accord, très bien. Alors effectivement, moi je pense que cette loi, là où je vous rejoins par contre, on a un point de partage, c'est que la loi permet d'engager le rapport de force et surtout quel est le point de référence, puisqu'il y a beaucoup de débats où on parle de la culture française, de l'assimilation, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas en France, et que finalement le fait d'avoir un texte, ça permet d'y faire référence. C'est ce qu'a fait 1905 pour la laïcité depuis un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Là où pour moi il y a une confusion sur ce texte et sur ce projet, c'est qu'il y a des fins et des moyens qui sont mal ajustés. Qu'on cherche à protéger des enfants des pressions, qu'on cherche à lutter contre le communautarisme, c'est des fins qui sont souhaitables. Ou le prosélytisme, et qui sont partagés, je pense, par la plupart d'entre nous autour de cette table, voire par la plupart des citoyens et citoyennes. La question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Et en particulier sur ces deux arguments, sur le communautarisme, il paraît évident qu'aujourd'hui, quand on sait statistiquement qu'un CV perçu comme musulman a 8 fois moins de chances d'arriver à l'entretien d'embauche, le premier plan pour lutter contre le communautarisme, c'est de lutter contre les discriminations. Et peut-être de l'annoncer, de le dire aujourd'hui, on va continuer de tester les entreprises chaque année avec 20 000 faux CV, comme l'a fait France Stratégie en 2015, jusqu'à ce que les entreprises embauchent vraiment à égalité. Et là, peut-être qu'on aura des résultats sur la fin du communautarisme, c'est-à-dire le désenclavement de certains qui se réduisent à leur identité la plus partielle. Enfin, sur le deuxième sujet qui est le prosélytisme, aujourd'hui, la jurisprudence, elle parle du prosélytisme en particulier dans le secteur privé, puisque l'entreprise peut restreindre la liberté religieuse en cas de prosélytisme abusif, puisque même la jurisprudence reconnaît le prosélytisme de Bolanois, qui n'est pas illégal, donc c'est la preuve qu'il y a quand même 3 niveaux de prosélytisme. Et ce prosélytisme abusif, il est défini par les textes, et il est toujours ramené à un comportement, une attitude, une insistance. Le fait de sous-entendre que parce qu'une femme porte un foulard, un signe quel qu'il soit, celui-là ou un autre d'ailleurs, parce que la loi, elle concernerait tous les signes finalement, pas le voile, la mission de d'ailleurs, elle parle de neutralité religieuse. Exactement. Elle ne cible aucune religion même si particulière politiquement on sait que c'est le voile qui est visé, la loi elle traiterait de tous les signes. C'est faire une confusion entre ce qu'est le prosélytisme comme attitude, comme projet, et le fait de manifester un signe. Ce qui en plus pour moi est une naïveté, parce que si on veut protéger les enfants de cela, on sait bien que les enfants au quotidien sont confrontés à du fait religieux en permanence dans la rue, ils voient des femmes voilées, ils voient des églises. Pas l'école. Oui, mais la sortie scolaire n'est pas non plus le cadre de 2004. Alors, on va laisser peut-être... justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on est en plein conflit entre la liberté de conscience et la liberté de manifester sa religion, parce que ce n'est pas une liberté religieuse. Personne n'interdit aux musulmans de pratiquer leur religion, encore moins aux femmes musulmanes. Je voudrais aussi rappeler que la plupart des femmes musulmanes dans ce pays ne sont pas voilées et refusent de l'être, et savent très bien ce que signifie le voile. On parle de 70% de femmes musulmanes non voilées. Et je voudrais rappeler enfin une dernière fois que le voile, ça n'est pas un vêtement, c'est un signe qui a une signification et qui refuse à la femme l'égalité avec l'homme. C'est donc un signe qui n'est absolument... C'est pas tout à fait comme ça qu'elle le voit, elle. Elle parle de pudeur,
parce que les cheveux sont un signe de séduction. J'allais dire, les militantes, quand elles en parlent, effectivement, elles vont utiliser la pudeur. Mais quand vous regardez ce qu'on met derrière la pudeur, quand sur des sites internet, on vous vend le port du voile, derrière, il y a l'impureté du corps, il y a le fait qu'elles sont provocantes, il y a le fait que les hommes... Parce que c'est humiliant pour la femme, mais c'est humiliant pour l'homme, qui est vu comme un espèce de... Un sauvage. Tout à fait incapable de contrôler. Mais je précise que c'est votre interprétation et que ce n'est pas ce qu'elle dit. Donc, oui, mais c'est ce que disent les textes, c'est ce que disent les imams, c'est ce que disent... Donc, je veux bien que les femmes disent le contraire, mais en l'occurrence... Parce que c'est le cas dans plein d'autres religions. Dans le judaïsme, c'est pareil. Elles se couvrent la tête quand elles sont juives religieuses. Aussi par pudeur. Mais là, quand vous lisez, vous voyez bien qu'il y a une autre dimension, qu'il y a un refus d'égalité, que ce refus d'égalité n'est absolument pas compatible avec notre contrat social, tout simplement. Ensuite, on est à l'école. Quelque part aujourd'hui, moi, par exemple, finalement, ma liberté à moi est agressée parce qu'on impose à mon fils une femme portant un signe qui est un signe religieux très fort, qui est un signe qui nie mon égalité. Et lui, quand il revient, il va me poser des questions et j'estime que je n'ai pas non plus à faire ça. Je rappelle que les DDEN, qui sont des gens qui aident et qui accompagnent pardonnez-moi d'avance, je vais vous couper bénévolement... dans quelques instants parce qu'ils vont procéder au vote, les sénateurs. Je vous laisse poursuivre et je vous dis dès qu'on pas de va problème. dans l'émission. Qui bénévolement accompagnent l'éducation nationale ont proposé, eux, bénévolement, de faire ces accompagnements-là. Et moi, je rappelle que dans l'école de mon enfant, tout simplement, pour éviter le phénomène de la mère qui ne s'intéresse qu'à son enfant, alors que la sortie scolaire veut qu'on traite son enfant comme un enfant étranger, eux, ils prennent justement d'anciens instits, des gens du village, pour faire les sorties scolaires, pour s'éviter justement ce genre de problème. Et je trouve ça bien plus intelligent comme réponse. Enfin, je crois que cette loi est nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'école est un lieu d'affrontement. Et on va poursuivre les discussions. Dans un instant, on va d'abord rejoindre Quentin Calmet, puisque vous êtes dans l'hémicycle. Et le vote a commencé. Voilà, c'est la dernière ligne droite, je vous le disais. Les explications de vote sont terminées. Le ministre a pu aussi prendre la parole, dire qu'il souhaitait rester en quelque sorte neutre dans ce débat politiquement, car c'est une initiative des parlementaires, c'est une proposition de loi. Et donc là, les sénateurs, vous savez, ils insèrent leur carte de vote. C'est le nouveau système qui a été mis en place en octobre. C'est un nouveau système de vote électronique. Ils insèrent une carte d'identité dans le boîtier qui se trouve devant eux. Ils votent. Ensuite, le président a dit que le scrutin était ouvert. Ils ont donc plusieurs minutes pour voter pour ou contre. Et de façon électronique, l'ordinateur va ensuite calculer le nombre de votants pour et contre. Et ça, c'est dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci Quentin. Oui. Vous savez, le président de la République a dit le voile dans les services publics, le voile à l'école, le voile en situation d'enseignement, ça me regarde, ça nous regarde. Oui, ça nous regarde. Or, il y a un article du Code de l'éducation qu'ont justement mis en lumière les DDEN récemment, qui est l'article 141.1.5, je crois. Et cet article dit précisément que la liberté de conscience des enfants doit être protégée dans diverses situations, et particulièrement en situation d'enseignement. La sortie scolaire est une situation... Alors, on repart en séance, pardonnez-moi. Résultat du vote imminent de cette proposition de loi LR sur la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. Encore quelques minutes, alors je vous laisse poursuivre, Jean-Pierre Sakoun, pardonnez-moi. Oui, donc, si vous voulez, la question se pose de savoir pourquoi on délègue en quelque sorte aux parents et uniquement aux parents, alors que en théorie, ce devrait être effectivement, comme le disait d'ailleurs la sénatrice communiste tout à l'heure, ce devrait être effectivement des auxiliaires de l'éducation. Ça ne peut pas l'être pour des raisons financières, pour des raisons... Eh bien, ça ne change pas la nature du moment d'éducation. C'est toujours un moment d'éducation. Donc ça n'est pas... Et contrairement à ce que disait la fiche de la FCPE, l'essentiel n'est pas la liberté des parents, c'est celle des enfants. Président du Sénat, pardonnez-moi. Notifié à la présidence. Nombre de votants 317, suffrages exprimés 277. Pour l'adoption 163, contre 114. Le Sénat a adopté. Mes chers collègues, je vous rappelle que la conférence des présidents a inscrit un débat sur le thème « Assistons-nous au recul de l'état de droit en France ?» puis un débat sur la politique sportive à la suite de cette proposition de loi à l'ordre du jour de cet après-midi. Voilà, le vote est donc enfin arrivé. Quentin Calmet, vous êtes dans l'hémicycle.
Le vote vient de se terminer. La proposition de loi venue du groupe LR est adoptée à 163 votes pour et 114 contre avec 277 votants. C'est intéressant car il y a moins de votants que sur les scrutins intermédiaires sur chacun des articles ou des amendements. Et donc il modifie le code de l'éducation en demandant aux personnes qui participent au service public de l'éducation de respecter les valeurs de liberté de conscience et de laïcité. Mais attention, Rebecca, le texte doit encore être programmé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et adopté dans les mêmes termes par une majorité de députés. Et ça, c'est très peu probable car le ministre y est défavorable, tout comme les parlementaires LREM. Et on verra le détail du vote. Il sera intéressant aussi de voir quelle était l'attitude des centristes, notamment, qui ont pu manquer à l'appel de ce scrutin. On le sait, ils n'aiment pas légiférer dans ce contexte particulier. Merci beaucoup Quentin, et effectivement une analyse assez pertinente Florent Badillot, parce que c'est ce qui a été voté au Sénat aujourd'hui, mais très concrètement ce texte il ne passera pas a priori. Puis il y a plusieurs manières de ne pas le faire passer. La première d'abord c'est de ne pas l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de textes qui se perdent dans le triangle des Bermudes, et le Sénat peut faire la même chose sur des propositions de loi mais pas sur des projets de loi, donc le texte peut ne pas être inscrit. Une fois qu'il sera inscrit il devra être effectivement voté en termes identiques. En tout cas il n'y a pas de procédure accélérée, donc il devra repartir pour une deuxième lecture au Sénat puis repartir pour une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Autant vous dire que ce texte ne verra pas le jour avant la fin du quinquennat. D'autant plus que la majorité à l'Assemblée nationale n'en veut pas. D'une part, et puis surtout, c'est un texte dont il va falloir interrompre la vie parlementaire le plus rapidement possible si l'on ne veut pas que le débat s'éternise et ne vienne polluer d'autres débats parlementaires ou le débat national d'une autre manière. Donc je pense qu'il y a suffisamment d'artificiers du droit parlementaire au sein du gouvernement pour casser la vie parlementaire de ce texte. Et au-delà du droit, une réaction peut-être à ce vote, 277 suffrages exprimés, 163 pour, 114 contre. J'entendais en off Jean-Pierre Sacoun me dire c'est une bonne nouvelle, et vous ? D'abord, moi, je veux voir en termes de mécanique de vote qui il y a derrière. Donc, j'aimerais bien avoir le détail de vote parce que je pense que ça préfigure une recomposition politique sur cette thématique-là. Et je pense qu'effectivement, les frontières droite-gauche vont sans doute être quelque peu abolies sur cette thématique-là. Et je fais écho au débat qu'il y a eu tout à l'heure. Ensuite, sur bonne ou mauvaise nouvelle, moi, j'ai toujours considéré que le Parlement s'abîmait en votant des textes inutiles qui étaient mornés en quelque sorte. Donc, c'est la première sur l'initiative. Et je le redis, je pense que ça n'est pas une réponse pertinente parce que on règle un problème par le bout de la lorgnette en mobilisant des arguments qui sont éculés et qui en réalité s'appliqueront bientôt à d'autres choses. On aura bientôt le port du voile pour les clients hospitaliers. On voit sur les réseaux sociaux maintenant des médecins qui racontent, j'ai vu l'histoire de ce gynécologue qui raconte la question de la neutralité religieuse au sein de l'hôpital. On aura la même chose et ça sera infini. Donc on votera patch après patch pour avancer ça. Moi, je dis tout simplement, posons la question. La loi de 1905 ne fait plus consensus. En tout cas, elle est discutée. Elle n'est pas, en tout cas, son interprétation est sujette à caution. Remettons le métier et le travail sur le métier et posons le sujet de manière très claire et réglons une bonne fois pour toutes ce débat qui est un fiel lancinant pour la démocratie parce que tout le monde avance masqué sans véritablement dire ses intentions. Et vous parliez de recomposition politique. En tout cas, les voix centristes ont quelque peu manqué aux voix LR apparemment. On va tout de suite peut-être rejoindre Jacqueline Eustache-Brignot, la sénatrice LR qui est à l'origine de cette proposition de loi qui doit donc être satisfaite puisque le vote lui a été favorable. Madame Eustache-Brignot, le texte vient d'être voté au Sénat. Vous vous en réjouissez, on imagine? Bien sûr, je m'en réjouis. D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu des longs débats. Le débat a duré 4h30. Je voudrais rendre hommage et remercier le rapporteur, Max Brisson, qui a fait un travail colossal et qui s'est exprimé longuement sur ce texte. Et bien sûr, je suis évidemment contente. Je pense que c'est une manière aussi de parler de ce qu'on veut faire dans l'école et que le Sénat a aujourd'hui inscrit quelque chose d'important dans l'école de la République. Il appartient maintenant au gouvernement de s'en saisir. Le président de la République a récemment dit que l'école c'était son problème et sa responsabilité. À lui d'entendre ce qui s'est dit aujourd'hui, à lui d'entendre le Sénat, parce que cette loi a une vraie nécessité aujourd'hui pour protéger l'école. Donc évidemment je suis contente et je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat et qui l'ont enrichi tout au long de l'après-midi. Est-ce que, étant donné le contexte, c'était le bon moment pour cette proposition de loi? Il faut dissocier complètement le contexte, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de tout mélanger. Je veux dire, une loi, elle tombe dans un contexte qui est celui du calendrier et de l'agenda du Sénat. Cette loi, elle a été déposée le 9 juillet dans un contexte très calme. Elle a été inscrite aujourd'hui dans l'agenda du Sénat en mois de septembre. Donc, il faut dissocier les choses. Vous savez, c'est jamais le bon moment pour une loi. On aurait pu la voter au mois de novembre, il aurait pu y avoir un autre événement. Donc, dissocions les choses. Cette loi, elle ne concerne que les signes ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires.
Rien d'autre. Rien d'autre. Que répondez-vous à ceux qui disent que ça a participé à l'hystérisation du débat sur le voile? Non mais qui l'hystérise? Qui l'hystérise? Regardez, il y a eu un débat qui s'est hystérisé parce que le Front National a fait une erreur au Conseil régional et que ça a été hystérisé par les islamistes. Donc, qui hystérise le débat? C'est ceux qui ne veulent pas voir la réalité de ce qui se passe. On n'hystérise pas du tout. D'ailleurs, cet après-midi, vous avez vu que la droite du Sénat, qui a proposé ce texte, n'a pas hystérisé le débat. Nous sommes restés dans le contexte de l'école et nous sommes restés surtout dans le contexte de protégeons l'enfant dans l'école de toutes les influences extérieures dont il pourrait être victime. Merci à Madame Eustache-Brinio de nous avoir accordé votre première réaction après ce vote. Merci à vous. Merci beaucoup Fanny. Samuel Grybowski, une réaction? Moi, je suis juste assez choqué par l'argument de la liberté de conscience parce que quand je milite pour le droit à l'avortement ou le mariage pour tous, depuis plusieurs années et encore en ce moment, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes, de clauses de conscience de ne pas pratiquer l'avortement, on nous répond cette liberté de conscience de je ne veux pas accéder aux droits des autres, etc. Donc le droit de certains ne pas voir le voile... C'est pas la définition de la liberté de conscience. La liberté de conscience n'est pas le refus d'accéder aux droits des autres. C'est quand même scandaleux. Bien sûr que si, parce que là, on utilise la liberté de conscience des enfants ou des familles pour justifier son intolérance. Des enfants. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce que vous avez évoqué le fait que vous allez en parler le soir. Donc la liberté de conscience, pour vous, c'est de l'intolérance. Non, c'est très intéressant. Alors, au contraire, on utilise l'intolérance derrière le masque de la liberté de conscience. Comme quand un médecin dit je refuse de pratiquer l'avortement, il dit moi j'ai ma liberté de conscience. Mais bien sûr que si, c'est le même argument. Non, il ne parle pas de sa liberté de conscience, il parle d'une clause de conscience. Vous mettez d'un point de vue réactionnaire pour justifier une intolérance. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr que si. Vous confondez clause de conscience et liberté de conscience. On va avancer au-delà de ce terme. Par rapport à ce terme, voilà, le point est posé parce que la vraie liberté dont il est question ici de conscience qui est protégée, c'est celle de l'article 18 des droits humains, qui est de manifester sa religion en public ou en privé, seul ou en commun, et qu'on essaye de menacer ici dans n'importe quelle circonstance. Un dernier point sur 2004. 2004, il y a 2 erreurs qui ont été faites ici sur le plateau juste avant et qu'il faut rappeler. 2004 ne concerne pas l'école mais les élèves, d'ailleurs les élèves mineurs. C'est ce que la CEDH a laissé en quelque sorte à la France quand la France a été en dialogue avec le CEDH sur le fait de faire passer 2004 et on était pour. Enfin, elle concerne la discrétion des signes et non pas la neutralité, puisque les élèves peuvent porter des signes discrets. Donc la logique de 2004 est saine, elle est de protéger les enfants des pressions et non pas de neutraliser l'école comme l'État a été neutralisé en 1905 pour cause. Céline Pina. Sauf qu'en l'occurrence, la question du voile, on n'est pas du tout dans la discrétion, on est dans une forme d'exhibition, sauf que aujourd'hui l'école est ciblée, et l'école est ciblée comme un morceau de choix, et elle n'est pas ciblée par les musulmans, elle est ciblée par les islamistes, sauf que, y compris quand il y a eu des questions liées au djihad, les écoles étaient ciblées, et elles étaient ciblées en tant qu'endroit où on essayait de préserver cette liberté de conscience des enfants. Donc on voit bien que cette laïcité, cette liberté de conscience, pour l'instant, elle rend surtout dingue les extrémistes. Et les gens les plus normaux, eux, sont plutôt d'accord avec ça. Pourquoi je pense, contrairement à ce que disait monsieur, que finalement c'est une loi nécessaire et qu'il faut la mettre en place ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les tensions qu'on connaît à l'école, on les a connues en 89. La loi de 2004 a permis de tout faire rentrer dans l'ordre. Si on faisait la même chose, ce qui rend les gens dingues... Pour vous, ça calmerait tout le monde. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se prennent l'agressivité et la violence sont les directeurs d'école. Ils ne sont absolument pas équipés pour y répondre. Ils n'ont absolument pas l'autorité morale qu'a un politique pour dire à un moment donné, stop, ça c'est une limite. Sous pression de l'intolérance. Donc à partir du moment où le ministre refuse de prendre ses responsabilités, eux n'ont plus d'autre choix. Et en attendant, ce qu'on voit, c'est se multiplier ces revendications, dont je rappelle quand même que le voile n'est pas un signe neutre et que refuser l'égalité à la femme, ça ne peut pas nous permettre de faire société. Florent Badillot et Jean-Pierre Sacco. Je pense, encore une fois, et je ne me suis pas prononcé sur le port de signes à l'école pour l'instant dans le débat, je ne fais que noter une chose, c'est que vous avez une forme de fétichisme de la loi. Donc la loi sur le port du voile à l'école ou dans les sorties scolaires serait donc la seule loi qui arriverait à faire obstacle à toute volonté, toute intolérance, toute volonté de la transgresser, etc. Enfin, bien sûr que en non. fait, au sein en de réalité, Madame Pina, pourquoi est-ce que vous êtes heureuse? Pourquoi est-ce que vous êtes heureuse de cette loi? Parce que ça n'est pas une loi qui va apporter quoi que ce soit à la réalité. C'est une victoire idéologique. C'est une victoire idéologique qui soude abusivement les défenseurs de la laïcité. Sur ce plateau, vous avez 2 défenseurs de la laïcité qui sont en réalité 2 tonalités très différentes. Vous avez une tonalité ouverte et tolérante qui défend un savoir-vivre ensemble, et vous avez de l'islamophobie
qui avancent plus ou moins masqués. Je vous assure qu'on va poursuivre la discussion, mais vous parliez du ministre Céline Pina. Il est en direct avec Fanny Conquis en salle des conférences, pardonnez-moi. On va écouter Jean-Michel Blanquer, vous allez répondre. Je vous promets que vous allez répondre. Jean-Michel Blanquer avec Fanny Conquis. Monsieur le ministre, la majorité de droite vient donc de voter ce texte au Sénat. Vous étiez contre. Quelle est votre première réaction ? Ma première réaction, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats. C'est un point important à dire, environ 5 heures de débat. C'était d'ailleurs de haute tenue. Et le premier point que je veux souligner, c'est quand même l'unité de l'ensemble des bancs du Sénat sur les grands principes. Laïcité, lutte contre le communautarisme, lutte contre la radicalisation. Chaque fois que nous avons évoqué ces questions, on se retrouve. Ce n'est pas vrai dans tout pays du monde et ça n'a pas toujours été vrai à chaque page de notre histoire. Donc c'est à souligner parce que nous avons besoin d'unité nationale sur les fondamentaux de notre contrat social. Après, il peut y avoir des divergences sur la façon d'atteindre ces fondamentaux, mais en tout cas sur les fondamentaux, il y a un accord. Et ça, c'est le point principal que je veux souligner. Ensuite, il y a eu un débat au fond sur la pertinence de faire une loi. Je suis insoupçonnable de ne pas vouloir l'application de la laïcité et nous avons pris beaucoup de mesures sur des sujets plus importants que celui-ci d'ailleurs depuis 2 ans et demi pour que la laïcité s'accomplisse pleinement dans la vie scolaire. Et donc j'ai expliqué pourquoi je pensais que cette loi était contre-productive, position que je tiens, je le rappelle, depuis 2 ans et demi, même si parfois j'entends des commentaires qui disent l'inverse. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole rapidement sur ces sujets ? En réalité, il a plusieurs fois pris la parole sur ces questions. Simplement, parfois dans le débat public, il y a une confusion des sujets. Il s'est déjà exprimé sur plusieurs points et il tient bien à serrer les questions et à les distinguer entre justement la laïcité, la lutte contre le communautarisme, qui est une lutte pour la République, c'est-à-dire pour un contrat social de citoyens égaux, et puis la lutte contre la radicalisation, qui est un enjeu de sécurité, qui est un enjeu presque différent, même si évidemment les sujets sont articulés entre eux. Donc il a déjà pris la parole sur ces questions. Probablement il parlera aussi dans les temps qui viennent, certainement, pour donner la vision d'ensemble de son approche, mais en tout cas il a déjà donné les jalons. Et ce que j'ai dit sur ces sujets depuis toujours est évidemment en articulation avec ce que pense le président de la République. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à notre micro. Merci beaucoup, Fanny. Merci au ministre de nous avoir réservé sa première réaction. Jean-Pierre Sacco. Écoutez, pour revenir à ce que disait Monsieur Vadillon... Je voudrais juste terminer, juste dire une chose. Voilà, quand on prend la parole sur ces sujets, on est menacé de mort. Notre vie change. Et ce qu'on subit est très, très dur. Et quand on vous traite d'islamophobe, on vous accroche une pancarte en disant autorisation de tuer. Et c'est ce que vient de faire monsieur. Je suis désolée, monsieur. L'argument rhétorique est d'une facilité confondante, ça n'est pas un argument rhétorique. Seule maîtresse de vos propos. Et c'est quand même extrêmement grave ce que vous êtes en train de faire. L'insulte n'est pas une manière de débattre. Vous instillez un poison dans l'esprit des Français. Ah oui ? Mais en fait, c'est surtout, je crois qu'il y a 263 morts sur notre sol qui ont effectivement tendu. Ah, ce n'est qu'un argument, ça n'est pas une réalité. En fait, il n'y a pas l'État islamique n'a pas ciblé des islamophobes. Je voudrais revenir à ce que disait M. Vadillon sur 2 points. Le premier, c'est que d'abord, nous parlons de l'école et de la liberté de conscience et de la protection de la liberté de conscience des enfants en situation d'apprentissage. Deuxième, et toujours sur ce même point, vous savez, mettre un couvercle sur une marmite, en psychanalyse ça s'appelle le refoulé et le retour du refoulé, ça donne la situation dans laquelle nous sommes. Donc la loi est utile. Deuxième point, il a fallu attendre la 23e minute pour atteindre le point Godwin de l'islamophobie. Je suis aussi islamophobe que vous le reprochez à Céline Pina, c'est-à-dire pas du tout. C'est-à-dire que l'islamophobie est un concept délétère qui est mis en place par les organisations proches des frères musulmans en particulier pour empêcher la critique de l'islam et pour permettre le retour du délit de blasphème. Ce n'est rien d'autre. Je vais vous laisser répondre dans un instant. On va d'abord rejoindre Fanny à nouveau en salle des conférences puisqu'elle est avec Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat. Patrick Kanner, ce texte vient d'être voté donc par la majorité de droite au Sénat. Une première réaction ? Première réaction, c'est que nous avons eu un débat très digne de près de 5 heures. Donc le Sénat a encore montré son utilité sur des grands sujets de société. Mais sur le fond, vraiment, ce texte était-il nécessaire ? La réponse est non, en tout cas pour ce qui nous concerne. J'ai utilisé à la fin de mon intervention une phrase de Richelieu. Et Richelieu, ça veut dire quelque chose ici au Sénat, qui disait à très juste titre la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce texte n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les lois suffisent pour encadrer
sorties scolaires et vouloir de fait stigmatiser une religion, disons-le clairement. La religion musulmane n'est pas pour moi une bonne chose pour notre société. Merci Patrick Caner d'avoir répondu à notre question. Merci Fanny, merci à Patrick Caner d'avoir été concis. Et je vais vous demander la même chose, il nous reste 1 minute, Samuel Grybowski. Moi, c'est tout à fait, je participe comme tant d'associations en France depuis des décennies à contribuer à la lutte contre le radicalisme et en particulier l'État islamique, notre adversaire numéro 1. Je constate que l'État islamique n'a pas ciblé des personnes taxées d'islamophobes. Ils ont ciblé toute la société. Nous avons tous. Donc les 10 morts à Charlie, c'est un assassinat politique. Les morts de Charlie, ils ont été assassinés parce qu'ils avaient écrit et dessiné des choses qui ont choqué. Pardon, mais ce débat, ça s'appelle de l'assassinat politique. Sur le voile et sur la neutralité des accompagnants scolaires, j'ai l'impression qu'on s'égare. Je reste sur ce point par rapport à Charlie. Les gens qui ont testé de Charlie d'islamophobe sont une infime minorité de salafistes. Nous avions Charlie dans la main avant, pendant, après. Et parler d'islamophobie n'est pas forcément désigner une cible. Donc je pense que le point est de dire qu'effectivement, stigmatiser une religion de manière systémique est un point qui interroge et on se rend compte que c'est toujours sur l'islam que revient cette problématique. Donc Alors, Florent Maggio et Céline Pina en quelques secondes. Non, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que ce débat mérite en réalité que soient posées sur la table les différentes conceptions de la laïcité, celles qui sont ouvertes, celles qui sont au contraire fermées, voire intolérantes, et qu'il ne faut pas mettre dans le même camp. Et je regrette d'ailleurs que les deux défenseurs de la laïcité, non pas que je ne le sois pas, s'unissent face à la critique. Il faut en réalité les deux définitions de la laïcité. Oui, bien sûr. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie parce que c'est une manière qui permettrait ainsi d'avoir un débat neutre entre ceux qui défendent la vraie laïcité et ceux qui sont dans le communautarisme et puis ceux qui clairement ont une vision hostile d'une partie de la population française. Pour conclure. Oui, c'est juste pour dire qu'en fait, à force de mélanger islamistes et de faire tous les amalgames comme ce qui est en train d'être fait, donc c'est un mea on culpa. est en Bravo, train madame. Vraiment d'exposer les musulmans à des choses extrêmement graves. Alors que si on disait très clairement, voilà quels sont les signes qui montrent une radicalité, eh ben on s'en sortirait. Et on doit s'arrêter là. Et avec nous dans ce club, vous l'avez entendu, Marie Brémaud, Caroline Deschamps, Jérôme Rabier, bienvenue à nouveau à tous les trois. Marie, on va se pencher avec vous sur le cas du sénateur Jean-Louis Masson. Ces différentes prises de parole dans l'hémicycle lors de l'examen de loi sur la neutralité des accompagnants de sortie scolaire en ont choqué plus d'un. On va l'écouter et vous nous en parlez juste après. On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème. C'est comme si on prenait des sorcières ou des gens d'Halloween. Ben c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas tolérer d'être entourés par des personnes comme ça. Alors Jean-Louis Masson, il est intervenu à de nombreuses reprises durant les 4h30 de débat ce mardi pour marteler à peu près toujours le même message et pour parler tout azimut avec des propos choquants de radicalisation, de communautarisme, de burkini, de prière de rue, d'abattement rituel. Des propos qui ont choqué, y compris parmi les sénateurs. Je voulais savoir si vous aviez été choqué par ces propos, Monsieur Léonard. J'étais choqué, certes, comme tout le monde, mais j'étais quand même un petit peu... Je vous le dis franchement, j'étais un peu désolé qu'un élu de la République, un sénateur, puisse tomber là-dedans, quoi. On est vraiment... ça n'a pas de sens, quoi. Alors, Michel Raison, sénateur LR de la Haute-Saône, nous a dit, lui, qu'il avait eu mal au ventre durant toute la séance, mais il n'y a eu aucun rappel au règlement ou prise de parole pour dénoncer ses propos, contrairement à 2015. Car, il faut le dire aussi, Jean-Louis Masson, il est bien connu et identifié ici au Sénat. Il est non inscrit, mais on peut dire qu'il est clairement à la droite de la droite. Et déjà en 2015, lors de l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers, il avait tenu des propos qui avaient scandalisé. Et Mohamed Merah, Koulibaly, c'est aussi... ce sont les terroristes d'aujourd'hui. L'immigration d'aujourd'hui, c'est les terroristes de demain. Sauf que tout de suite, en 2015, des voix s'étaient élevées pour condamner fermement ces propos. C'était le cas notamment de Didier Guillaume. Il était alors président du groupe socialiste au Sénat. Au nom du groupe socialiste et républicain, je veux faire un rappel au règlement par rapport à l'intervention de notre collègue Masson. Je pense que son intervention a dépassé les bornes et peut-être même les limites de la République française. Je trouve que la façon dont il a abordé la question, en disant qu'il n'y avait pas de problème pour les Italiens, pour les Polonais, pour les Portugais, mais c'est oublier l'histoire. Rappelez-vous ce que disaient les gens à l'époque sur les Rital, sur les Portos, sur les Polacs. Mais d'où ça vient tout cela? C'est pour toucher les instincts les plus vils. Tout simplement parce que ces gens-là, dans son intervention, sont des catholiques, alors que ceux qui viennent maintenant sont des musulmans.
Donc là, en 2015, il y a une réaction très formelle dans l'hémicycle. Cette fois, il n'y en a pas eu. Comment on l'explique ? Alors, Philippe Dallier, qui présidait la fameuse séance ce mardi lors de l'examen de la loi sur la neutralité des accompagnants scolaires, il n'est sans doute pas intervenu parce qu'il voulait sans doute ne pas en rajouter. Cela aurait donné un peu plus de temps de parole à Jean-Louis Masson. Et une partie des sénateurs de tous bords est sur cette ligne. Mais d'autres estiment que c'est bel et bien l'image du Sénat qui a été salie, qui a été ternie. Le sénateur socialiste et vice-président du Sénat, David Assouline, dénonce des paroles racistes et injurieuses. Il a d'ailleurs saisi le bureau du Sénat pour envisager d'éventuelles sanctions. Le centriste, sénateur Vincent Capo-Canellas, également membre du bureau du Sénat, condamne, mais s'en remet avant tout au président du Sénat, Gérard Larcher. Deux observations sur les propos de Jean-Louis Masson. Évidemment, ils ont choqué. Et il faudra regarder de quelle façon une suite est donnée ou pas. Mais je veux rappeler quand même que l'ordre du jour du bureau du Sénat, il est fixé par le président du Sénat. Et ce n'est pas un membre du bureau qui va déterminer l'ordre du jour. Et ensuite, il y a une instruction qui doit avoir lieu avant toute saisine du bureau. Donc je fais confiance au président Larcher pour, comme d'habitude, savoir gérer cette situation qui est préjudiciable, c'est vrai, à l'image des Sénats. Alors, le bureau du Sénat, il a été en effet saisi par David Assouline. Il se réunit jeudi prochain. Reste à savoir s'il est compétent en la matière. En tout cas, quand on regarde les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur du Sénat, elles sont au nombre de 4 et elles émanent plus du président de séance. C'est le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec exclusion temporaire. On en saura plus le 7 novembre, le jour de la tenue du bureau du Sénat. Olivier Léonard, il faut des sanctions, selon vous ? Je ne sais pas s'il faut des sanctions, mais je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à ce monsieur. Il est tout seul. Il n'est pas dans 1 million de vues, plus d'1 million de vues, la vidéo. C'est pas forcément nous, ni les médias, ni vous les sénateurs, mais... J'entends. Il faut le prendre en compte aussi, peut-être que ça nécessite une réponse. Donc, il faut avoir une réponse globale, pas une réponse simplement par rapport aux propos de M. Masson. Moi, je voudrais savoir ce qu'il veut. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il veut, Masson ? Il veut qu'on parle de lui. Et c'est ça la réponse qu'il faut faire. Ce n'est pas une réponse... Évidemment qu'il faut condamner, il faut dénoncer tout ce qu'on veut. Il faut d'abord dire la vérité. C'est-à-dire, ce monsieur veut qu'on parle de lui, alors qu'il n'est rien. Il ne représente rien. Il est sénateur, il est élu. Il est élu seul, il n'est dans aucun groupe. Et on va lui donner une importance médiatique, même si c'est sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Internet que forcément il faut que ça soit à la une de toutes les télévisions, de toutes les radios. De mon point de vue, je le dis. Oui, parce que les médias se sont bousculés, disons-le, cette semaine. Sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui se mobilisent sur plein de trucs. Je veux dire, moi, mes filles, elles viennent me voir, elles me montrent, je dirais, un petit film fait par je ne sais qui pour me montrer « Ah, t'as vu, papa ?» etc. Bon. Alors, les réseaux sociaux, justement, on va en parler, si vous permettez, on va poursuivre. On va continuer avec vous, Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Caroline, justement, des réactions sur les réseaux sociaux, mais cette fois, à l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Ben oui, Rebecca, car qui l'eût cru à un entretien d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, VA pour les intimes, d'autant que l'hebdo n'a pas été tendre avec le président de la République. On se souvient notamment, Rebecca, de cette une en janvier 2018 avec un montage d'Emmanuel Macron à la voix devant une grande mosquée, le regard tourné vers la gauche et ce titre, Macron et l'islam, son silence, son aveuglement, sa stratégie, enquête sur le grand tabou du président. Alors, changement à 360 degrés ce jeudi. Tête-à-tête avec Macron, immigration, identité, les confidences explosives du président, avec une photo, cette fois-ci, d'Emmanuel Macron, le regard dur, les yeux dans les yeux. Presque diabolique. Voilà, plus de tabou donc, mais des confidences en tête-à-tête, comme on ferait à un ami, sur les thèmes chers au journal. Alors forcément, Rebecca, il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux se retrouvent en surchauffe. Le hashtag Macron et Valeurs Actuelles se sont retrouvés en tendance Twitter depuis hier. Il faut dire que les unes trash de l'hebdomadaire sont depuis longtemps l'objet de l'indignation des internautes sur Twittos, et notamment pour les Twittos de gauche, pour qui Valeurs Actuelles est un hebdo d'extrême droite, comme Max Mably qui tweet en paraphrasant Fillon,
qui imagine le général de Gaulle parler de résistance sur Radio Paris. Alors, du côté des politiques, comment on a réagi ? La gauche et l'extrême gauche sont évidemment montés au créneau. Manon Aubry, la députée européenne La France Insoumise, pointe du doigt le contexte. Elle écrit, chacun jugera du timing de cette interview de Macron dans Valeurs Actuelles pour en remettre une couche dans l'hystérisation du débat sur islam et immigration. Pour Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, l'objectif d'Emmanuel Macron est d'apparaître, je cite, pour un progressiste dans un journal condamné pour incitation à la haine raciale. Il ajoute valoriser un face-à-face souhaité avec l'extrême droite, mission accomplie cette semaine. Alors pour la sénatrice écolo Esther Benbassa, elle écrit « Avec Emmanuel Macron, on avait déjà le et de droite et de gauche. L'éventail vient de s'élargir avec le et de l'extrême droite. On aura bientôt tout en magasin. » Alors si on lit l'interview, il est vrai que Macron fait du en même temps, quand même, faut le dire. Il dit sur la femme voilée humiliée au Conseil régional de Bourgogne que l'élu du Rassemblement national, Julien Audoul, s'est fait coincer, je cite, « Apparemment, cette femme est plus proche des milieux de l'islam politique qu'on ne le croyait. » Et puis un peu plus loin, le président ajoute, je cite, « Mon problème n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant un enfant à la sortie scolaire. » Ça, c'est sur le fond. Comment l'exécutif explique-t-il cette interview à Valeurs Actuelles ? Du côté de l'Élysée, Rebecca, les éléments de langage, on se doutait de la polémique, ont été soigneusement préparés. Écoutez, la porte-parole du gouvernement, c'était hier à la sortie du Conseil des ministres. Il a vocation à dialoguer à travers, par l'intermédiaire des médias avec l'ensemble de nos concitoyens, y compris ceux qui ne partagent pas de prime abord les convictions qui sont les nôtres. Et il est important qu'il se livre ainsi à des exercices de pédagogie. Alors, pédagogie, parler à tous, peut-être, mais pas seulement. À mi-mandat, Emmanuel Macron, on se voit déjà, on le sait, dans un duel avec Marine Le Pen en 2022 et entend donc se placer sur son terrain de prédilection. Le Monde a publié ce matin un article qui est très intéressant à lire sur son site internet intitulé « Entre Emmanuel Macron et Valeurs Actuelles, les secrets d'un flirt » où le journal nous explique que les relations de Macron et Valeurs Actuelles sont anciennes. Et il nous raconte une anecdote amusante. Lors de la remise de la Légion d'honneur à Michel Houellebecq, le président demande à Geoffroy Lejeune « Comment ça va le journal ?» « Très mal, vous nous avez mis sur la paille », répond le directeur de la rédaction en riant. Alors c'est vrai que les ventes de Valeurs Actuelles ont chuté depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Hollande était un meilleur client pour eux, même si elles ont remonté bien évidemment depuis la polémique sur le voile. Alors avec cet entretien inattendu, le journal espère faire un coup éditorial, évidemment. Le choix de l'hebdo par l'Élysée est donc en fait un choix à bénéfice réciproque. Alors on verra si Valeurs Actuelles a réussi son coup. Du côté de l'Élysée, il faut faire attention quand même à ce que cette interview ne fissure pas la majorité présidentielle et notamment à sa gauche et ne colle pas à la peau de Macron comme le sparadrap du capitaine Haddock. Olivier Léonard, en quelques secondes, vous avez un avis sur ce choix présidentiel d'une interview à Valeurs Actuelles ? Pour parler laïcité, immigration. Traiter l'immigration et la laïcité dans Valeurs Actuelles, c'est vrai que ça a une petite tendance, à mon sens, à créer de la confusion et de l'ambiguïté. Maintenant, soyons aussi honnêtes. Qui était l'invité précédent de Valeurs Actuelles ? Il s'appelle Alexis Corbière. Alexis Corbière, personne ne le dit. D'accord ? Numéro 2 ou numéro 3 de la France Insoumise. De la France Insoumise. Personne n'en a fait un scandale. Pourtant, et toutes ces organisations, si vous voulez, de gauche, d'extrême gauche, qui ont, je dirais, condamné la présence de Macron dans un journal qui n'est pas interdit. On n'est pas dans un journal, on peut ne pas aimer ce journal, je suis le premier à ne pas l'aimer, c'est clair. Bon, mais on ne dit rien sur le fait qu'il y a d'autres, je dirais... opposants politiques qui vont parler à Valeurs Actuelles. Absolument. Donc, je ne veux pas, là, défendre plus particulièrement le président de la République, mais je trouve que les journalistes, c'est pas pour vous, précisément, mais je trouve que les journalistes devraient quand même ajouter... en tout cas, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Et Alexis Corbière est l'invité d'audition publique lundi prochain. Et je ne vais
pouvez pas reprocher à Alexis Corbière d'aller répondre à une interview d'un journal qui a, je dirais, une légitimité, même si on ne partage pas du tout ses opinions. Allez, on va continuer avec vous, Jérôme Rabier. Jérôme, à 18h30, donc juste après l'émission, sera diffusé votre documentaire, Le blues des maires. Et pour ça, vous avez donc suivi des élus qui vous ont parlé à cœur ouvert de leurs difficultés. Oui, pendant un peu plus d'un mois, je suis allé voir des maires aux quatre coins de France qui m'ont un peu livré leurs sentiments. Évidemment, on est parti de la violence dont ils sont parfois les victimes, comme on en a évidemment beaucoup parlé après la mort du maire de Signes dans le Var cet été. Et j'ai notamment suivi Jean-Pierre Muselier, vous le voyez à l'image. Il a 68 ans, il est le maire de Saint-Mion dans le Puy-de-Dôme, c'est un petit village de 500 habitants. Et dans sa commune, il m'a montré comment il gérait tout finalement, quasiment tout seul. Il a un assistant de mairie à temps partiel, parce que finalement la commune n'a pas les moyens de prendre quelqu'un à temps plein. Et le 9 août dernier, Jean-Pierre Muselier, il a été agressé par un habitant. Il a quand même échappé à un coup de couteau, qu'un de ses adjoints a pris à sa place, une légère égratignure, heureusement, mais ça aurait pu être dramatique, ça a provoqué un véritable choc pour lui, pour tous les maires du département, et même bien au-delà. Alors l'État a été un peu obligé de réagir après cette vague d'agression. Et Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, il a tenu à recevoir ses élus agressés. Et j'ai suivi Jean-Pierre Muselier quand il s'est rendu à cette rencontre. Regardez. J'arrive pour écouter l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer pour la prochaine législature et à l'issue de quoi nous allons leur poser des questions et leur dire également notre mal-être. C'est surtout ça. Bonjour messieurs. Les parlementaires en charge du dossier sont également conviés pendant près de 3 heures. Le ministre est surtout chargé de rassurer des maires parfois traumatisés. Le déjeuner, c'était quand même aussi le moyen de dire à ces maires qui ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas non plus inverser les rôles. C'était eux les victimes, c'était pas à eux de se cacher, c'était pas à eux d'être de côté et que donc il ne fallait pas laisser s'installer cette banalisation de ces faits-là. Pour les élus, la chose est encore plus singulière parce que c'est pas vraiment un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier tout court, c'est pas non plus une fonction associative, vous n'êtes pas agent de votre commune. Donc cette singularité de l'engagement électif, qui est un modèle bien français, il méritait aussi cet accompagnement bien français. Jérôme, on entend Sébastien Lecornu qui parle d'un accompagnement mis en place pour les maires. De quoi il parle exactement ? Bon, vous le savez, Rebecca, puisqu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, il y a un projet de loi qui a été voté la semaine dernière au Sénat, quasi unanimité. Et ce projet de loi, il est censé venir aider les maires finalement à assumer correctement leurs fonctions. Et justement, j'ai réalisé mon reportage au moment même où le projet de loi était discuté au Sénat et j'ai pu voir sur le terrain tous ces petits problèmes qui viennent enquiquiner les maires et qui peuvent même finalement les décourager et provoquer la crise des vocations qui va peut-être se produire pour les prochaines municipales. Je suis par exemple allé filmer une formation d'élus, que des femmes. Eh bien, elles se forment en fin de mandat parce qu'avant, elles n'avaient pas les crédits de formation suffisants. Alors que c'est finalement au début du mandat qu'il leur faudrait cette base de formation pour pouvoir bien gérer leur commune. Normalement, ça doit être corrigé. J'ai aussi tourné avec un maire à Castanet-Tolosan dans la banlieue toulousaine. Et lui, il concilie une activité professionnelle avec sa fonction de maire d'une ville de 13 000 habitants. Je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête dans l'agenda pour assurer ces deux fonctions, tellement qu'il a décidé de quitter ses fonctions à 44 ans, donc pour finalement consacrer un peu plus de temps à sa vie professionnelle et à sa famille également, puisque ça aussi, ça prend du temps sur ces activités-là. Donc voilà, finalement, aux quatre coins de France, je suis allé recueillir le sentiment de ces maires, voir aussi des solutions, parce qu'il y en a, ce qui peut marcher, comme des communes qui ont décidé de fusionner pour finalement retrouver des marges de manœuvre. Il y a des choses qui existent et qui marchent, il faut aussi en parler, mais tout de même, ce que je retiens le plus, c'est leur sentiment un peu de ne pas être soutenu, voire même un peu abandonné par l'État. Un très très beau Sénat en action à suivre. Juste après, allons plus loin, à 18h30. Merci beaucoup Jérôme. Olivier Léonard, en quelques secondes, ce blues des maires, vous le ressentez ? On vous en parle, vous aussi ? Écoutez, moi j'étais président d'une agglomération où il y avait des communes de 800 habitants, 500 habitants. Et moi-même maire d'une ville de 36 000, je voyais bien la grande différence. Ils sont tout seuls. Ils sont donc
les agglos, de ce point de vue-là, peuvent être une solution pour eux. Mais quand on est, là je vous parle en tant que, je dirais, élu de la région parisienne, quand vous êtes dans des petits villages reculés, et que vous êtes tout seul, comme vous l'avez si bien décrit, je crois qu'on a une nécessité, c'est de prendre en compte la situation de ces maires. Et j'en vois, je ne les connais pas suffisamment d'ailleurs pour parler en leur nom, mais moi juste, je voudrais vous parler... Rapidement, pardon. Oui. Une seconde. Ces gens-là payent pour être maire. Ils payent pour être maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais l'indemnité d'un maire d'une ville de moins de 500 habitants, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est autour de 600 €. Un peu moins de 600 € net. C'est ça, 600 € net. D'accord ? Je ne dis pas qu'on règle tous les problèmes à travers, je dirais, une augmentation des salaires. Mais je pense que c'est une vraie question. Et ça compte, évidemment. Ça compte. Merci beaucoup, Olivier Léonard, d'avoir été notre invité dans Allons plus loin aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club. Et avec nous pour ce grand débat, Philippe Dallier, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat, membre de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Sylvie Charrière, bienvenue, députée La République En Marche de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Myriam Derkaoui, bienvenue à vous également, vous êtes maire PCF d'Aubervilliers, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et Yacine Lamaoui, bienvenue à vous également, vous êtes candidat investi par La République En Marche pour les élections municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, et responsable national du programme Action Quartier. Merci à tous les quatre d'être ici. Je vais d'abord faire un tour de table assez général. Ce plan, ces 23 mesures pour la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, ce que vous nous dites, bravo, et seulement bravo. Non, je ne vais pas dire bravo et seulement bravo. Je vais vous dire d'abord ce que tous les parlementaires ont dit, de droite comme de gauche. Enfin, c'est la première fois qu'un gouvernement reconnaît la situation telle qu'elle est et qu'on sort du déni de réalité. La spécificité. Moi, ça fait 36 ans que je suis élu dans ce département. J'ai toujours eu le sentiment qu'on était dans le déni de réalité. Quand je dis on, je parle des services de l'État. Là, on a un Premier ministre qui dit « Ok, ce qu'a dit le rapport de nos collègues députés est exact. Il y a un écart terrible entre les moyens de l'État et la situation sur le terrain. » Donc ça, bravo au Premier ministre pour avoir acté cela et être venu. Mais... Après, qu'est-ce qu'on demande ? On demande que ce département revienne dans la norme. Et qu'est-ce que c'est que la norme ? C'est le problème de l'équité territoriale, de l'équité républicaine. On est un département hors norme, avec des problèmes hors normes. Les moyens qui doivent être en face doivent être hors normes. Est-ce que les annonces permettent de revenir dans cette normalité ? Il y a des choses intéressantes, on va en parler, mais à l'évidence, loin de là, pas encore. Et donc j'espère que c'est un premier pas, mais il va falloir effectivement rajouter des moyens pour qu'on revienne à cette équité républicaine à laquelle nous avons droit. Nous sommes des citoyens comme les autres dans ce département et nous avons le droit, effectivement, d'obtenir que les moyens de l'État soient à la hauteur de nos problèmes. Sylvie Charrière, on est encore loin du compte. C'est un peu ce que nous dit Philippe Dallier ce soir. Je veux dire, c'est quand même des mesures fortes, historiques, exceptionnelles, que cette prise de conscience, elle est quand même là. Donc je pense que l'État met des choses sur la table et qu'elles sont conséquentes. Donc on peut pas le négliger. Alors effectivement, tout ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de magie dans l'histoire. Il y a effectivement une dynamique territoriale aussi à recréer et surtout de l'humain à mettre sur la table. Et toutes les mesures qui sont mises en place, notamment cette fameuse prime de 10 000 €, oui, dont on parle beaucoup, qui va travailler sur une des grosses difficultés qu'on a dans ce département, c'est la problématique de l'attractivité. Et cette manque d'attractivité nous cause un tort phénoménal parce qu'effectivement, on n'arrive pas à attirer de la compétence, de l'expérience et qu'on se retrouve avec plein de jeunes de bonne volonté, mais qui sortent de concours et qui sont fragiles. Donc, qui manquent d'expérience. Donc c'est, je pense, la mesure phare, mais la mesure qui peut débloquer énormément de choses. Myriam Derkaoui. Bon, je pense que ce n'est pas la question de savoir si c'est bravo ou pas. C'est un Premier ministre, il fait son travail, il a une responsabilité au niveau de la France pour faire en sorte que l'État, non pas l'État plus fort en Seine-Saint-Denis, mais l'État tout court en Seine-Saint-Denis. Il faut que l'État revienne dans certains territoires de nos quartiers, de nos villes. Donc c'est un petit début. Je m'inscris en faux sur le fait qu'il n'y a pas de compétences et qu'il faut en apporter. Les compétences sont là. C'est un département où le potentiel est énorme. Bien sûr, la stigmatisation veut qu'on ne parle que de celles et ceux qui créent des difficultés et qui sont extrêmement minoritaires. On ne parle pas de tous ces jeunes
qui se battent tous les jours pour étudier, pour avoir un stage, pour avoir une formation, pour accéder à l'emploi. Ils sont quand même plus de 20% au chômage. Alors qu'au niveau national, ils sont moins de 10%. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? En fait, on tombe à côté? Je dis qu'il y a des inégalités, que ces inégalités touchent plus ce département et cette population. C'est le constat qu'a fait ce gouvernement. Que le département, non, il ne fait pas le constat qu'il y a des inégalités. Il fait le constat que c'est un département hors norme, a dit le Premier ministre. Nous, on ne veut pas être stigmatisés. On n'en peut plus de la Seine-Saint-Denis, il faut en parler de façon différente. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département du territoire français, de la République. On doit en parler comme tous les départements. Mais on doit nous donner les éléments qui font que depuis des décennies, dans ce département, les inégalités se sont creusées. Dire qu'il faut 10 000 € pour rester, mais il y en a qui restent déjà. Il y a des enseignantes et des enseignants qui, tous les jours, se battent pour élever le niveau des enfants de la Seine-Saint-Denis, pour faire réussir les enfants de la Seine-Saint-Denis. Donc ils sont et elles sont là déjà depuis longtemps. Mais il en manque plein. Donc la question c'est comment on en attire. Il faut remplacer. Il faut il faut répondre au remplacement. Comment répondre au remplacement si on ne donne pas les moyens et les effectifs? C'est de ça qu'il s'agit. Les moyens et les postes, ils sont là, mais ils sont pas pour lui. Mais les postes, ils sont là, ils sont pas pour lui. Si mes chers voisins veulent bien aussi m'écouter, comme je l'ai fait moi. Moi, ce que je veux dire, je suis très content, pour la simple et bonne raison que quand même, il y a des millions d'habitants dans le 93. C'est le département le plus pauvre de France quand même, l'un des plus pauvres en tout cas, un département le plus jeune de France. Et c'est un département qui a une très grosse énergie en France. Et moi, je suis très ravi, parce que j'habite toujours dans ces quartiers, je gère un programme où je sillonne plein de quartiers de France, et je suis très ravi qu'un des gouvernements, en 50 ans d'existence de la politique de la ville, qui prend en compte ce qui se passe à l'échelle d'un département comme celui-ci. Oui, l'État est défaillant, monsieur le sénateur, l'État est défaillant, il l'a dit, il l'a acté. Alors que il y a eu une dizaine de plans en direction des banlieues depuis 40 ans, il n'y a jamais eu une prise de conscience nette, sérieuse et honnête. Il y a eu un rapport parlementaire, il y a eu des mesures aujourd'hui, et ces mesures-là, je pense, il le dit, l'État sera plus fort en 93 et il va accompagner toutes les mairies et les collectivités locales pour accompagner cette transformation-là du 93. On va justement rentrer un tout petit peu dans le détail. Un des problèmes majeurs rencontrés en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, c'est l'absentéisme des professeurs. 35% des enseignants du primaire restent là-bas moins de 2 ans. Il y a quelques mois, Public Sénat a suivi le déplacement de plusieurs parlementaires, dont vous, Philippe Dallier. Notre journaliste Cécile Sixou a notamment filmé une scène où un parent vous fait part des conséquences pour les élèves. C'est un extrait de Mon département va craquer. Je voudrais qu'on regarde cet extrait. Vous avez le bulletin d'une classe de 4e avec les disciplines. Donc enseignement de techno, il n'y a pas de notes. Enseignement éducation musicale, il n'y a pas de notes. Et ça va rester sur le bulletin scolaire des gamins parce que c'est dans leur dossier scolaire, quoi. Et là, ils vont traîner ça pendant toute la scolarité, d'accord. Et le problème est le suivant, c'est que là, la classe que je vous montre, par exemple, c'est une des meilleures classes de Courbet. D'accord ? Donc ça veut dire que même si nos gamins ils travaillent, même quand on a des bonnes classes, ils sont pénalisés parce qu'effectivement pendant un trimestre ils n'ont pas eu d'enseignement, quoi. Et c'est là quelle est la discrimination. Voilà, donc c'est une scène très concrète. Philippe Dallier, cette prime de fidélisation de 10 000 € au bout de 5 ans en Seine-Saint-Denis, effective pour vous, c'est une solution à ce problème ? Oui, c'est une bonne solution. Maintenant, il faut trouver le vivier. On a un problème d'absentéisme qui est, là aussi, hors norme. Il y a parfois des postes ouverts, mais les postes ne sont pas occupés. Donc on a un problème d'attractivité. Alors effectivement, il faut arriver à fidéliser un certain nombre d'agents de l'État, et notamment dans l'éducation nationale. Mais il faut aussi peut-être repenser la manière dont les concours sont organisés, parce que je rappelle qu'à l'époque, ça m'avait scandalisé. Pour la Seine-Saint-Denis, on a organisé pour les enseignants un deuxième concours qui passe après tous les autres concours ailleurs dans les régions, pour que ceux qui ont échoué ailleurs puissent venir passer le concours en Seine-Saint-Denis. Eh oui, c'est ce que le gouvernement sous Hollande a fait. C'est effrayant de faire des choses comme ça. Donc on a un problème d'attractivité, effectivement, et cette prime de 10 000 €, elle est la bienvenue. Mais pour dire à Myriam Derkaoui que oui, il y a des gens formidables dans nos écoles. Oui, ils font un boulot formidable. Mais il faut pas, ça suffit pas de dire ça. C'est-à-dire qu'on a des besoins en termes de postes à ouvrir. Ça aussi, c'est une nécessité, et il faut le dire et le répéter. C'est vrai dans l'éducation nationale, et on pourra parler de l'accompagnement des communes, parce que c'est là où le plan pêche. On nous annonce 20 millions sur 10 ans. Avec 20 millions, on ouvre une école maternelle.
Ça veut dire une école maternelle en 20 ans pour ce département. C'est pas possible. Après, monsieur On a une démographie. On a une démographie qui explose. Toutes les communes, et on nous demande de construire. Toutes les communes construisent. Il y a des centaines de logements qui sortent. Ouais. Les communes vont devoir construire les établissements scolaires. Il faut les moyens pour ça. Sylvie Charrière, et après je voudrais qu'on regarde un autre extrait. Je voulais réagir aussi sur la mesure du pré-recrutement. Parce que ça, c'est une très bonne mesure. On est d'accord. Parce qu'effectivement, pré-recruter des étudiants qui se destinent à la carrière d'enseignant, leur permettre d'avoir un petit financement. Ça, c'est une réponse à ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est une très bonne réponse parce que du coup, ce sont des jeunes du cru qui ne seront pas partis au bout de 5 ans. Parce qu'effectivement, on risque quand même d'avoir aussi une espèce d'effet d'aubaine et qu'au bout des 5 ans, les gens s'en aillent quand même. Donc, cette mesure aussi du pré-recrutement pour les enseignants. Non, mais la prime et ça, très bonne mesure. On est d'accord. Alors, je voudrais qu'on regarde peut-être une autre séquence du reportage de notre journaliste Cécile Sixou, cette fois, sur les problèmes liés à la justice. Vous aurez l'occasion de toute façon de répondre aux deux sujets. La justice et le manque de greffiers. Regardez. C'est connu, hein, un juge sans greffier ne sert à rien. Et donc, effectivement, normalement, les greffiers sont censés assister à l'ensemble des audiences, y compris les audiences d'assistance éducative. Et actuellement, à Bobigny, les greffiers n'assistent pas aux audiences d'assistance éducative, puisque ils ont un certain nombre de tâches à accomplir et ils n'ont pas matériellement le temps d'assister à ces audiences. Donc Myriam Derkaoui, on vient de voir un sujet autour des profs, de l'enseignement, un sujet autour de la justice, et le plan du gouvernement va créer 35 postes de greffiers et 12 postes de magistrats. Est-ce que pour vous, la réponse est là et elle est suffisante? Si vous permettez, je reviens sur les enseignants. Bien sûr. Non. Parce qu'en tant que maire, bien évidemment, j'ai 10 000 élèves en maternelle et élémentaire. Donc quand on dit il n'y a pas d'attractivité, il faut réunir les conditions de travail pour les enseignants et les enseignantes. L'attractivité, elle vient du fait que quand vous arrivez dans un établissement, vous vous dites « je suis respecté dans ma fonction ». Je suis dans une gestion qui respecte ma fonction. On assiste, quand même, ce n'est pas M. Édouard Philippe tout seul qui est responsable de cette situation, mais on est dans un pays où tous les 2 ans, il y a une réforme. Chaque fois que quelqu'un vient, comme ministre de l'Éducation nationale, il a une réforme. C'est le chamboule-tout permanent pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les collectivités. Vous dites ça, on pense au dédoublement des au dédoublement de classe, au rythme scolaire, au change de manuel, etc. Comment voulez-vous venir travailler dans un département où il faut un plan de rattrapage? Je signale que depuis 1997, le plan de rattrapage n'est toujours pas au niveau du droit commun par rapport aux autres départements. Comment voulez-vous, quand vous êtes jeune, que vous pouvez travailler dans d'autres départements, venir en Seine-Saint-Denis? Et ils viennent, mais il faut faire en sorte qu'ils restent. C'est les conditions de travail qui font qu'ils partent, ce n'est pas le fait que ce soit la Seine-Saint-Denis qui fait qu'ils ne viennent pas. Je ne serai pas d'accord. Vous êtes pour la prime? Vous êtes pour qu'il reste? Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce qui fait respecter la dignité humaine, c'est le droit. Seulement le droit. C'est-à-dire ce qui vous est dû. Vous êtes enseignant, vous avez passé un concours, vous avez un salaire. Il faut dégeler l'indice des fonctionnaires, le point indiciaire des fonctionnaires. C'est quand même une revendication qui concerne le gouvernement, qui concerne les enseignants, mais qui concerne la fonction publique de façon générale. Donc il faut leur donner un salaire digne. Je crois que là, vous n'avez pas assez saisi la séquence. C'est qu'il y a un fort décalage en matière de République et de droit entre le 93 et la centaine d'autres départements. Vous savez, le gouvernement aujourd'hui a dit il y a une défaillance, il y a une rupture d'égalité et on va la mettre, on va matérialiser par des mesures. On est là pour commencer le rattrapage. C'est honnête de leur part. On vous donne une prime, monsieur. Pour l'école. Sur 5 ans, on n'est pas dupes. Bien sûr. Édouard Philippe est justement, Premier ministre aujourd'hui, en 2022, je ne sais pas qui le sera. Mais madame, vous avez beaucoup de considérations politiciennes. Je veux dire, justement pour les professeurs. C'est un salaire. Justement. Alors, c'est pour ça que. Non, mais on le dit à l'endroit du quartier. Je rappelle juste qu'il y a quand même la prime REP+, qui n'est pas négligeable, 3 000 €. Après, je rappelle juste que quand, moi qui étais principale de collège, quand je voyais arriver plein de jeunes de province, mais ces jeunes qui arrivaient avec leurs valises de Toulouse, de Bordeaux, etc., bien évidemment, leurs racines, elles n'étaient pas en Seine-Saint-Denis. Donc je pense vraiment, et je réinsiste sur cette mesure du pré-recrutement, je veux dire, tout le monde n'a pas en rester en Île-de-France. Il faut vraiment que... Là, sur sa franchement, sur sa table, il faut qu'on soit extrêmement humble sur la question des banlieues. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas trouvé de solution miracle. Donc il n'y en a pas un ici, ni de droite, ni de gauche, qui va dire on a bien fait ou bien fait. Il y a eu des belles choses, il y a eu des choses discutables et des choses mauvaises. Ce gouvernement-là, depuis 2 ans et demi,
C'est inédit. Il a dit il y a une rupture d'égalité républicaine. C'est pour ça qu'à court terme, on vous prend tous au défi. Chiche, on y va ensemble. En matière éducative, il a dit on est sous-doté. Donc il faut faciliter le recrutement. Il y a une réflexion en cours chez M. Blanquer pour la formation des enseignants. Il y a quand même le dédoublement des classes. Il y a quand même des primes pour les enseignants. Et puis, la cité éducative, c'est la mise en synergie de tous les acteurs locaux des territoires pour faire réussir les gamins. Sur la justice, le tribunal de Bobigny est l'un des plus actifs de France. C'est vrai, c'est honteux qu'il n'a pas été assez bien doté. On va le rénover sur quelques années, effectivement. Donc là, on met des greffiers. Postes de greffiers, 12 postes. Mais je trouve que c'est honnête. On est nul, on est mauvais, on est moyen et on met des moyens à court terme. Après, je sais bien, M. Dallier, il faut continuer à suivre la chose, il faut réajuster les recrutements, bien sûr. Mais c'est l'état d'esprit qui compte. Est-ce que au moins ce gouvernement-là dit qu'on a la Seine-Saint-Denis, parce que le tribunal d'Aubervilliers est resté fermé plusieurs mois parce qu'il manquait des greffiers. Il y avait des postes. Justement, le gouvernement a dit il manque, on recrutement. Il n'y avait pas de recrutement du fait de postes budgétaires. Le tribunal d'instance et le résultat, c'est quoi, Madame le maire, qui concerne 5 communes était resté fermé. Et le résultat, 35 greffiers aujourd'hui. C'est normal dans un département comme la Seine-Saint-Denis, parce que dans d'autres départements, on ne fait pas forcément cela, qu'on doive passer par la mobilisation des parlementaires, par les pétitions, par les interpellations des uns et des autres pour ouvrir simplement un tribunal. Et Madame la maire, c'était quand on dit de droit commun. Il y a un effort de fait, mais je reviens à ce que je disais au départ. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir dans ce qu'on appelle l'équité républicaine. Quel problème avez-vous? Quels moyens sont là? Tribunal d'Aubigny, 2e juridiction de France après Paris. Département, le taux de criminalité le plus élevé de France. Avant les 12 postes de magistrats qui sont déjà là, l'annonce, ça n'est que la pérennisation. On était le département où le taux de magistrats par habitant était le plus faible de France. Donc même avec les 12 magistrats supplémentaires qui sont déjà là, on n'est pas au niveau. Les greffiers, 35, c'est bien. Je ne sais pas où on va les asseoir s'ils arrivaient demain. On va agrandir le tribunal, c'est bien. Mais encore une fois, je salue l'effort, mais nous sommes encore très loin de ce qu'il faudrait pour que l'équité républicaine soit en place. Et quand on parlera, j'espère, des effectifs de police, alors là, c'est pas un fossé qu'il y a, c'est un écart encore gigantesque. Mais il y a une autre question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi un plan pour la Seine-Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis seulement? C'est une question qu'on a pu entendre aujourd'hui. Faut-il le même genre de plan pour d'autres départements en souffrance eux aussi, en manque de moyens aussi? Je vais vous interroger sur ce point dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Rachid Temal. Le sénateur est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Rachid Temal, dans votre département, le Val d'Oise, il y a aussi des territoires en difficulté. Finalement, aujourd'hui, les habitants du Val d'Oise peuvent se dire pourquoi pas nous? Mais d'abord, il faut dire que ce plan est un plan en trompe-l'œil. Il a l'impression d'un plan, il a la saveur d'un plan, mais ce n'est pas un plan. Ce que demandent les banlieues, moi je suis élu de banlieue, ils ne demandent pas un plan, ils demandent d'abord et avant tout l'égalité républicaine. La République dans le Val d'Oise, partout dans les départements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'il y a moins de services, moins de moyens. En Seine-Saint-Denis comme dans le Val d'Oise, sur les forces de police, dans l'école, sur les transports, dans le logement. Nous demandons la même chose que toute la France, les mêmes moyens. Donc ce n'est pas l'aumône que nous demandons, c'est l'égalité républicaine dans tous les territoires, dans le Val d'Oise, comme dans la Seine-Saint-Denis ou comme partout ailleurs dans la France. Et donc ce plan, selon vous, c'est l'aumône, c'est juste des mesurettes? Mais bien sûr, ce sont des mesurettes et n'importe pas aux problématiques. Sur l'école, quelles sont les mesures? Sur le logement, quelles sont les mesures? Sur les transports, quelles sont les mesures? Alors on nous annonce une prime. Une prime, et moi je considère qu'un fonctionnaire, ce qu'il faut d'abord, c'est peut-être envoyer des fonctionnaires expérimentés et en nombre, et que dans leur traitement au quotidien, il y ait des moyens. Parce que vous leur dites, dans X années, vous aurez droit à quelque chose. Mais pourquoi pas au quotidien, si on estime que leur travail est essentiel, ce que j'estime. Vous voyez, il n'y a pas de mesure essentielle. Alors il faudra prendre ce qu'il y a. Mais je demande, encore une fois, l'égalité républicaine dans tout le territoire. D'ailleurs, les banlieues, pas que les banlieues, parce que quand vous êtes dans un département rural, aujourd'hui, vous avez les mêmes types de problématiques. Donc le gouvernement ne répond pas à la fracture territoriale, à la fracture sociale qui fracture notre pays aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le gouvernement a les moyens d'appliquer un tel plan dans d'autres territoires en difficulté? Mais voyez-vous, le gouvernement avait mandaté M. Borloo, qui a fait un plan qui a été enterré. Mais par contre, le gouvernement continue, lui, à faire des cadeaux fiscaux. C'est une question de priorité. Je ne dis pas que ce gouvernement-là est responsable. Je ne dis pas que ce gouvernement-là peut, en un claquement de doigts, changer la situation. Je dis qu'il peut mettre en place une politique sérieusement, dans la durée, en profondeur, avec les élus, aujourd'hui,
Ce n'est pas le choix qui a été fait. C'est une tournée, comme bien souvent des élus font en banlieue, en pensant comme ça, ils auraient parlé aux gens. Ce n'est pas le cas et ça ne répond pas, encore une fois, à la vie quotidienne des Franciliens et notamment des Valdoisiens ou d'autres départements. Très bien. Merci beaucoup, Rachid Temal, pour votre réaction. Merci Alexandre. Une réaction à Sylvie Charia. Il y a beaucoup de choses. Hein, alors moi, je voudrais tout de suite revenir sur l'éducation. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont été interviewés aujourd'hui qui disent qu'il n'y a rien sur l'éducation. Mais sur l'éducation, il y a déjà tellement énormément de choses dont bénéficie ce département. Enfin, tout ce qui est déjà les dédoublements. Comme on est beaucoup identifié en REP+, on a quand même, par exemple, sur ces dédoublements, 10% des jeunes, des 300 000 jeunes concernés par le dédoublement CP-CE1, 10% ce sont des jeunes de Seine-Saint-Denis. Donc comme on est beaucoup estampillé avec le label REP+, on bénéficie d'énormément de mesures. On a beaucoup parlé de l'éducation. Sur les cités éducatives, c'est pareil. 80 cités éducatives, il y en a quand même 6 en Seine-Saint-Denis. Donc il y a énormément déjà de mesures structurelles concernant l'éducation. D'où la question et les autres. Yacine Lamaoui, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre à cette question et les autres? Il y a déjà un petit point à préciser auprès de monsieur le sénateur. On entend toujours la même sémantique à l'endroit des habitants de banlieue. On demande, on réclame, on quémande. Il faut arrêter de dire ça. Moi, je passe très peu dans les plateaux de télévision, j'en profite. On demande rien. Je le dis, les habitants de quartiers populaires ne demandent rien. Ils estiment juste qu'ils se sentent que l'État et les pouvoirs publics est à découvert, comme un découvert bancaire, à l'endroit des habitants de banlieue. L'habitant de banlieue se lève tôt le matin. C'est pas de sa faute si le train est en retard ou supprimé. Après, il va au travail. C'est pas de sa faute s'il est mal payé ou pas. Et c'est pas de sa faute si il y a certains qui foutent le bazar en bas des tours. C'est pas de sa faute tout ça. En globalité, ils veulent de la sécurité et du respect et de la considération. Donc, d'abord, le logiciel. Il faut que ici, à Paris, les institutions respectent les habitants de banlieue. On demande rien, ils demandent de la considération et c'est des Français à part entière. Deuxièmement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxièmement, l'État doit reconnaître cet tort. Il l'a fait un peu aujourd'hui. Il y a un phénomène de rattrapage. Et troisièmement, c'est l'opérationnel. C'est quoi le muscle un peu de ce programme d'aujourd'hui? C'est la ressource humaine. On dit qu'il manque de la ressource humaine dans ce département. On va pallier d'abord et ensuite on suit avec les élus locaux, etc. Et on promet par donc philosophie aujourd'hui opérationnelle. Plus de policiers et de vidéosurveillance. Voilà. Peut-être Myriam Darkaoui. Non mais simplement, les habitants ne demandent rien, mais les habitants se battent. Hein. Ils se mobilisent. D'ailleurs, il y avait un sénateur honoraire ici, Jacques Ralit, qui disait toujours la banlieue ne se plaint pas, elle porte plainte. Parce que cela fait longtemps que les banlieues, effectivement, ce n'est pas ce gouvernement qui va tout résoudre, mais un gouvernement doit avoir quand même une vision globale d'un territoire. Pas seulement la Seine-Saint-Denis. Effectivement, l'égalité, c'est entre tous les territoires. Il y a aussi les zones rurales, qui disent désert médical, tout ce dont on souffre dans les villes de banlieue, les services publics qui ferment, qu'on a du mal parfois à garder. Nous, la sécurité sociale à Aubervilliers, elle est là depuis la Libération. Là, elle décide de partir. Ce n'est pas la faute de M. Édouard Philippe en tant que tel. Mais l'État, est-ce qu'il est présent pour parler à des organismes, à des instances, pour leur dire l'égalité, c'est qu'on n'a pas besoin de vous courir après, parce que monsieur disait, ils ne demandent rien, ils se battent. Parce que quand vous parlez des REP+, madame, quand vous parlez des REP+, parfois ça ne vient pas comme ça. Il faut se mobiliser pour faire reconnaître des établissements en REP+. Nous, à Aubervilliers, c'était des mobilisations permanentes. Tous les ans, il fallait dire, mais vous habitez telle rue, quelqu'un habite en face, vous êtes en REP+, c'est les mêmes populations. Là, il est Madame le maire, il y a un sujet précis. Eh bien, non, parce que regardez, pour aller défendre les droits des gens. Philippe David, s'il vous plaît. Mais vous dites qu'on ne demande rien, mais bien sûr qu'on demande. Et c'est plus qu'on demande, on exige. Les moyens. On exige l'égalité républicaine, ou plutôt l'équité républicaine. Les gens qui habitent dans ce département voudraient bien que lorsqu'ils appellent le commissariat, on ne leur réponde pas « il n'y a pas de voiture » pour venir traiter votre problème. Quand les gens disent « il n'y a pas de prof dans la classe de mon gamin parce qu'effectivement il est malade, il n'y a pas de remplaçant », on veut effectivement qu'il y ait des remplaçants. Mais c'est ce que d'autres départements, c'était aussi un peu le sens. Écoutez, on ne va pas opposer les territoires, la ruralité aux banlieues, etc. Trop souvent, certains jouent là-dessus justement pour dire « écoutez, la banlieue, foutez-nous la paix, vous en avez déjà beaucoup reçu, ça j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. » Donc on ne va pas opposer les territoires. Mais il y a au moins un point qui est acquis, et le Premier ministre l'a redit. Il n'y a rien qui ressemble à la Seine-Saint-Denis en France. Rien. Tout est hors norme. Donc ça nécessite le problème, c'est à l'échelle d'1,6 million, 7 ou peut-être même de 2 millions d'habitants, on n'en sait même rien.
On a des problèmes qui concernent les 40 communes de ce département, pas seulement les quartiers en grande difficulté. Donc on a besoin effectivement de moyens exceptionnels, de dispositifs exceptionnels, et probablement, il faudra y venir, de mesures dérogatoires au regard de la loi, parce qu'on ne peut pas toujours appliquer dans la Creuse et en Seine-Saint-Denis les mêmes solutions, les mêmes méthodes et parfois la même réglementation. Donc oui, ce département, il est hors norme et il nous faut des solutions hors normes. Alors là, on a un début, je salue en fait la démarche. Maintenant, je dis seulement que entre l'égalité républicaine et ce qu'on nous a annoncé, il y a encore beaucoup à faire et j'espère qu'on le fera. Après, moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai participé au groupe de travail qui avait été proposé. Il y a eu des groupes de travail sur la police, la justice, l'éducation et l'attractivité. Donc, il y avait des élus. Moi, j'ai rencontré des maires, le maire de Bobigny, il y avait d'autres maires qui étaient là, autour de la table. Et je peux dire que les préconisations, les propositions qui sont sorties de ces groupes de travail qui incluaient effectivement des personnes, des inspecteurs d'académie pour l'éducation, enfin des personnes ressources côté État, les mesures, elles sont là. C'est-à-dire qu'elles ne sortent pas d'une tête technocratique hors sol, elles sont pragmatiques. Et je suis persuadée que si vous interviewez des élus locaux qui sont venus autour de ces groupes de travail, la mesure de l'attractivité et de la prime de fidélisation, elle est sortie de ces groupes. Le travail sur les logements prioritaires... La méthode de la concertation et du dialogue. Tout à fait. Qui a payé cette fois. Non, mais le meilleur du travail des élus locaux, c'est le terrain. Mais c'est connaître sa population et travailler tous les jours, avec les associations. Parce qu'un groupe de travail. Je participais à un groupe de travail qu'on a choisi sur les questions de santé, parce que chacun devait participer à un groupe de travail. On n'est pas là pour parler du groupe de travail, on est là pour parler du plan. Sur ce plan ? Du plan. Le groupe de travail était en amont du plan. Des mesures spécifiques. Excusez-moi, je termine juste ma phrase. Je dis simplement que si ça continue comme ça, eh bien, dans 2 ans, 3 ans, on y sera encore avec d'autres mesures spécifiques. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que disait le sénateur Dallier, c'est l'égalité républicaine. Il faut remonter des fleuves pour arriver à l'égalité républicaine entre départements de la Seine. Donc que pensez-vous de cette aide à l'installation des médecins prenant en charge jusqu'à 100% de leurs investissements ? C'est ce qui sort du plan du jour. On est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, il faut former déjà plus de médecins. Mais vous saluez cette mesure ? Une aide à l'installation. Mais c'est une revendication. Non, je ne salue pas. Non, je ne salue pas. Quelqu'un qui fait juste son travail. Excusez-moi, je ne suis pas là pour saluer qui que ce soit. Des gens font leur travail, qu'ils soient élus, donc le médecin qui vient chez vous, sénateurs. Vous direz, c'est pas bien les milliers d'euros pour le local, pour la lumière, pour l'IRM. Je parle de gens qui prennent des mesures qui concernent le destin des gens. Là, on est en train de parler de la vie des gens. Exactement. Quand il faut faire la queue sans arrêt dans les centres de santé municipaux, parce que sans les collectivités, sans l'aide de l'ARS, ça ne fonctionne pas. L'aide de l'État, je parle de façon générale sur la santé publique. Il y a un gros travail à mener, et donc ce gros travail, il faut remonter la pente d'avoir plus de médecins dans certaines localités, comme les nôtres, comme les zones rurales, puisque tout le monde en parle, aussi, il nous reste une minute, du désert médical. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est, d'ailleurs, plusieurs maires de Seine-Saint-Denis à avoir mené une action contre l'État pour dire nous voulons des évaluations des politiques publiques. Nous voulons en santé publique savoir qui a plus que l'autre à taille égale. C'est tout. Je rebondis ce qu'a dit la maire. Les élus, effectivement, ont fait des actions pour porter plainte contre l'État. L'État a entendu avec ces mesures d'urgence-là. Il a dit il y a une défaillance. Il a dit égalité républicaine et il a dit apport de ressources humaines dans diverses. Parole du gouvernement. Non, pas du tout. Je dis juste que je salue. Non, pas du tout. Non, je suis cadre de la République en marche, en charge du progrès, du programme stratégique Action Quartier. Donc je sillonne des centaines de quartiers en France. Je dis simplement qu'il y a un état de fait. C'est inédit qu'un gouvernement reconnaisse qu'il y a une défaillance. Et c'est inédit qu'ils viennent avec une vingtaine de mesures en aval de groupes de travail. Ça va dans le bon sens. Ça suffit pas. Monsieur Cazeneuve a et on continue le travail. Et quand je disais que les gens, c'est la philosophie, c'est que quand je disais ils demandent rien, c'est pas ça, ils demandent pas l'aumône. Ils disent juste que la loi va s'appliquer à leur endroit. Après, on a demandé un comité de suivi, donc on suivra le déploiement de ces mesures et on verra si effectivement il faut aller plus loin dans certains domaines. Très belle phrase de conclusion. On suivra, et nous aussi sur Public Sénat, on le suivra. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à ce grand débat. Lundi, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité sera Geoffroy Didier, eurodéputé LR. Très bonne soirée sur Public Sénat.